Eh oui, vous là, vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, le Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Vous allez bien? Le chanvre est bon par chez vous? Avant de se lancer dans l'épisode de la semaine, d'abord un bref retour sur l'épisode de la semaine passée, l'épisode 104, qui était consacré au marché autochtone. J'avoue que je craignais un torrent de réactions négatives. Et c'est l'inverse qui s'est produit. Le sujet n'était pas facile et vous avez été nombreux à partager l'épisode et à réagir posément. Merci, c'est précieux. Aujourd'hui, Top Pot reçoit un ami député, un ami qui va nous fournir des réponses politiques et citoyennes sous forme de clés de lecture hexagonales. Bonjour à vous tous, merci à toi Luc, François-Michel Lambert, je suis comme tu l'as dit député français, engagé notamment sur le cannabis et qui est très enthousiaste parce que j'y crois fortement, même si, et on en reparlera, je n'ai jamais consommé de cannabis, je suis fasciné et j'aime beaucoup cette plante et ce qu'elle peut apporter. Monsieur Lambert, François Michel, est un homme politique français né à La Havane. Oui, à Cuba. C'est légal. Je vous le présente rapidement. François-Michel Lambert est élu député pour la première fois en 2012 dans la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône. Il est réélu en 2017 avec le soutien de La République en marche et en octobre 2018, il quitte pour fonder le groupe Liberté et Territoire et un an plus tard, il crée le parti Liberté, Écologie, Fraternité. Selon Wikipédia, la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône est située dans l'arrière-pays marseillais entre la ville de Marseille et donc le pays aixois, au nord d'Aubagne. Ça fait rêver, hein? Certains voient Pagnol, moi c'est Fernandel. Fernandel dirigé par Pagnol, évidemment, dans le formidable, le truculent film Le Spunz. Spunz, pour les curieuses, ça s'écrit S-C-H-P-O-U-N-T-Z. C'est un scénario incroyable. Mais revenons à nos affaires politiques. Il n'y a pas de succès spontané en politique, ou rarement. Élu député en 2012, donc, François-Michel Lambert fait son entrée en politique en 1992. Au détour, donc, il sera conseiller municipal à Gardanne de 2008 à 2013. Juste pour nous situer, Gardanne est à 1 heure de Marseille en transport en commun. Il s'écoule donc 20 ans entre son entrée dans le monde politique et son premier mandat de député. La semaine passée, je reçois un courriel me signalant que mon député français favori allait publier un livre. Le titre du livre est « Cannabis ecce homo ». Ecce homo est une expression latine attribuée à Ponce Pilate qui signifie « voici l'homme ». Voici donc l'homme du cannabis, François-Michel Lambert. Évidemment, c'est un peu rigolo, car selon Wikipédia, au plan artistique, un ecce homo est une représentation de Jésus de Nazareth debout, mais couronné d'épines. François-Michel Lambert, voici l'homme qui souffre pour la cause du cannabis. François-Michel Lambert, voici l'homme qui souffre pour aider les millions de Françaises et de Français qui consomment du cannabis dans une illégalité punitive. Plus sérieusement, j'ai pensé que c'était le temps de faire le point sur la situation du cannabis en France tout en parlant du livre. Alors, François-Michel, comment est née cette idée de livre? L'idée d'un livre autour de ce que je porte, en vérité, c'est une série de plusieurs livres. 2 sont déjà sortis. Charbon ardent, qui parle de réchauffement climatique, de ses conséquences autour d'un incendie de forêt qui se déclenche en Provence. Et puis Cannabis ecce homo, qui parle de la question du cannabis dans toutes ses dimensions, et notamment, évidemment, sur la légalisation. Ça, c'était des choses que je voulais porter. Un 3e livre est en cours autour du plastique. C'est Nicta Polymère. et c'est le format. Et j'en avais marre du format. Et donc, c'est plutôt un temps de 6 mois, 1 an peut-être, à décanter, à essayer de trouver un format
qui j'espère plaira. Ce format, c'est 24 heures dans la vie d'un député, où j'accumule tout à la fois des discours et j'invente des histoires. Tout ça, je le condense en 24 heures et je fais passer le message à travers, entre guillemets, une petite aventure que vit le député, c'est-à-dire moi, pendant 24 heures. En France, pour un politique, un livre est presque un passage obligatoire. Cannabis Ecce Homo n'était pas disponible sur le site des librairies indépendantes du Québec au moment d'enregistrer l'épisode. Voici par contre ce que dit la page du livre sur amazon.ca. Et là, je cite texto. Cannabis Ecce Homo est une plongée dans les dédales des rapports de force entre les défenseurs de la légalisation du cannabis et les farouches opposants appliquant une prohibition dure. Initiateur de cette légalisation de tous les usages du cannabis, le député écologiste François-Michel Lambert part à la rencontre des acteurs de cette filière de chanvre et cannabis, de l'agriculteur du Gers aux jeunes consommateurs urbains. En 24 heures de sa journée, on comprend mieux les verrous imposés par certains, on mesure l'opportunité d'une légalisation du cannabis et de tous ses autres usages positifs. Fin de la citation. Alors, quel destin pour ce livre? Le livre a effectivement un format particulier, et c'est très bien la question que tu me poses, parce que c'est la fonction dont il fallait avoir bien en tête de pourquoi on fait un livre. Il y en a qui font un livre pour faire plaisir à papa, maman. Moi, c'était pas le sens. Je fais un livre parce que je souhaite porter un projet de société sur la question du réchauffement climatique. C'est comment on repense complètement notre société. Vous pourrez le découvrir, hein, Charbon ardent. Sur la question du cannabis, c'est un sujet de société. Comment on amène à re-questionner le lecteur et à l'influencer, mais l'influencer positivement avec des arguments sur notamment la légalisation du cannabis. Mais pour que tu aies un lecteur, il faut que ton livre soit, entre guillemets, sexy. Donc le livre du sachant, j'allais dire docteur en sciences sociales qui fait un livre imbitable, je n'ai pas voulu du tout cela. Du livre programmatique qui assène le programme de telle ou telle partie, je n'ai pas voulu ça. Et petit à petit est arrivé d'être au croisement, et c'est une nouvelle forme un peu littéraire, être au croisement d'une forme de roman de gare. Hein. Tu sais, ces romans qu'on achète avant de faire un long trajet, qui sera lu dans les 6 ou 7 heures du train, de faire un rythme 24 heures, mais d'y réinjecter la vraie vie, puisque j'ai réimpronté à des discours, à des interviews que j'ai eues, et surtout de faire passer à travers des séquences, à travers des paragraphes entiers, le sujet que je défends, et notamment la légalisation du cannabis, en prenant toutes ces dimensions. Pourquoi d'un point de vue sécuritaire, pourquoi d'un point de vue sanitaire, pourquoi c'est inéluctable, quels sont les écueils, quelles sont les réalités. Mais tout ceci est découpé dans plusieurs moments des 24 heures du député François-Michel Lambert. Comment se lance-t-on dans un tel projet? Car un livre, c'est une idée, peut-être un destin, mais c'est aussi un chantier énorme. Une idée, elle est toujours un ping-pong avec d'autres personnes. Donc il y a mon équipe de collaborateurs. Peut-être que, je ne sais plus, mais cette idée, elle est peut-être née au moment d'un déjeuner, au moment d'un cigare. Tu sais, mon goût très particulier pour le cigare. J'ai répondu, mon collab Rémi, ou ma collaboratrice qui m'a accompagné sur le livre, Alexia, répond. Et à la fin, dans un ping-pong, c'est pas mon idée, mais bon, c'est moi qui la décide à la fin. Et je dis, bon, c'est comme ça qu'on le fait. Voilà. Et après, on l'a proposé aux éditions Sidney Laurent. Le livre Cannabis Ecce Homo est publié aux éditions Sidney Laurent. Dans une industrie de l'édition en transition depuis plusieurs années, c'est dit gentiment, pourquoi avoir choisi cet éditeur? On a cherché, surtout Alexia qui a cherché des maisons d'édition, et Sidney Laurent est une nouvelle façon d'éditer en France qui permet justement d'aller chercher des formats, des types d'écriture, des histoires particulières que d'autres maisons d'édition n'osent pas faire. Ils ont beaucoup verticalisé
leur structure, puisqu'ils partent du correcteur qui est obligatoire chez eux, ça peut pas être une option. C'est obligatoire aussi de passer par leur graphiste qui design et qui m'a fait 2-3 propositions. Et puis après ils impriment, ils deviennent distributeurs, mais ils ont aussi acquis des librairies. Donc, et derrière, ils animent leur propre réseau et dans lequel ils feront des choix. Peut-être qu'ils décideront que c'est intéressant que j'aille dans une librairie parler de ce livre, parler de tes livres, de faire des dédicaces. Ils ont vraiment verticalisé et du coup peut-être moins cher pour eux à imprimer et ils peuvent explorer, s'autoriser des choses atypiques. Et c'est vrai que cette parabole politique, c'est comme ça nous définissons ce livre, cette parabole politique est plus difficile à placer chez des éditeurs classiques car ça rentre pas dans leur cadre. Les éditions Sidney Laurent, eux, ont justement cette faculté à explorer ce que les autres n'explorent pas. Le livre propose un récit condensé en 24 heures chrono. Pourquoi donc? Je commence à avoir une certaine expérience de par mon âge et un peu mieux me connaître. Et donc, je sais que j'ai besoin d'être très serré. Et donc, pour s'obliger à ramasser et à créer du rythme, je crois que c'est moi qui ai dit on va faire en 24 heures. Ce qui était plus facile. Le premier livre écrit, c'est Charbon ardent, c'est vraiment en 24 heures. Là, il y a un épilogue et un prologue où on a un tout petit peu triché de ces 24 heures. Mais ce rythme est d'abord un rythme classique des romans policiers ou du même ordre. Et en plus, ça permet vraiment de serrer le narratif. Presque, j'écris pas très bien. Hein. En plus, j'ai pas très relu. Il a fallu envoyer en édition rapidement. Mais ça permet quand même de tenir un petit peu en haleine le lecteur. Et je voulais vraiment m'éloigner des classiques livres politiques où, si tu veux t'endormir, prends le bouquin d'un de mes collègues et tu t'endors à la 10e page parce qu'il n'y a pas de rythme. C'est vraiment très professoral ou très programmatique, les bouquins qu'ils peuvent faire les uns et les autres. D'ailleurs, ça me permet de dire que je suis pas le seul à avoir écrit. Il y a notamment sur le cannabis Rémi Bargès, qui est mon collaborateur, qui travaille énormément et qui maîtrise énormément le dossier. Il avait, lui, écrit de façon très didactique, très classique. Et c'était un peu rébarbatif, quoi. Donc, par contre, une grande partie de ce qui est écrit est dans ce livre, mais on a réarticulé, on l'a soit mis dans des interviews, donc on a redonné du rythme, parfois en parlant, je sais pas moi, d'une boule de cristal ou d'une chaise cassée, pour que on n'ait pas 5 pages d'affilée qui décrivent ce que nous voulions décrire, mais des paragraphes qui se tiennent et qui permettent au lecteur de respirer. Je connais assez bien la réalité de l'édition en France et au Québec. Peu de gens réussissent à vivre de leur plume. Très peu. À la blague, j'ai demandé à François Michel ce qu'il ferait de sa nouvelle fortune. Non, je n'aurais pas de fortune pour un principe. C'est que, même si ça se vendait à des centaines de milliers d'exemplaires, ce qui ne sera pas. Mais pourquoi? Parce que c'est financé avec l'argent public, puisque je suis payé par l'argent public. Rémi Bargès, Alexia Guguemos, qui est la personne qui m'a aidé à structurer et à garder un cap et à subir mes remarques parfois très désobligeantes, à proposer des rédactions, et une partie de ce qui est dedans, c'est aussi des rédactions d'Alexia, sont des salariés. Donc je n'ai pas le droit de toucher un copec, comme on dit en France. Donc toutes les royalties, alors je les espère très nombreuses, encore plus parce que c'est pas moi qui les toucherai, et elles seront reversées évidemment à des ONG sur l'addiction. Il l'a dit en introduction. François-Michel Lambert affirme n'avoir jamais consommé de cannabis de sa vie. En Amérique,
Il est courant de voir les capitaines de l'industrie du cannabis affirmer qu'ils ne consomment pas. Et la réaction des observateurs et consommateurs, en général, en est toujours une de déception extrême. Alors lui reproche-t-on de se battre pour la légalisation du cannabis sans qu'il soit lui-même un consommateur de la plante? Alors d'abord, personne ne me dit que c'est merveilleux de m'intéresser à un sujet sans en être du tout concerné. On l'est, le cannabis, on est concerné. D'abord, en tant que politique, tu es concerné par tous les faits de société. Quand je vote le mariage pour tous en France, je ne suis pas homosexuel, mais je le vote. Et en plus, j'étais à côté de Noël Mamère, je rappelle, qui est l'homme qui m'a fait en politique. Hein, Noël Mamère, il m'a accueilli il y a 30 ans maintenant bientôt. Il m'a fait confiance. Je me retrouve député à côté de lui. Pour moi, qui était un disciple, c'était un moment merveilleux. Mais on pleurait, lui et moi. On était et ça ne concerne, je pense, ni Noël ni moi par rapport à ce que nous vivons en termes de relations. Je crois que Noël est, comme moi, très hétérosexuel. Mais c'est profond parce que c'est le sens de notre engagement, c'est de servir l'intérêt commun et pas forcément son intérêt. Donc c'est la même chose sur le cannabis. À la nuance près que le cannabis, c'est quand même dans un quotidien de vie. Il peut être dans ton quartier, créer des problèmes. Il peut être une gestion, une opportunité économique, contrairement au mariage pour tous, même si ça peut créer quelques opportunités pour ceux qui vendent des mariages. Mais revenons sur le cannabis. Il est une réponse aussi environnementale. Des choses qui m'intéressent. Hein. Le cannabis est une plante fabuleuse qui régénère les sols, qui fixe du carbone. Bon, je vous laisse découvrir tout ça dans le livre. Donc, finalement, il n'y a pas besoin de consommer du cannabis pour se sentir quand même concerné par le cannabis. Et moi, je reviens aussi à l'idée de la société dans laquelle on est. Les interdits, ce sont des interdits que nous devons mettre pour protéger les gens. Mais vraiment, par exemple, la pédophilie, il y avait des sociétés où c'était très toléré. Il y a des sectes mais on sait très bien que c'est un adulte qui met la pression sur un enfant pour avoir des relations sexuelles. Donc, on fait un interdit. Parce qu'il y a l'enfant qui subit. Celui qui consomme son cannabis, chez lui, alors encore plus, j'allais dire, à la campagne, dans son jardin et qui le produit lui-même. Mais bon Dieu, dites-moi, en quoi ça gêne qui ? C'est là que je comprends pas. Donc, c'est levons tout ceci. Et puis après, il y a la dimension sécuritaire, sociétale. 1 million d'heures de police en France, 1 million d'heures de police. À Marseille, c'est 60% du temps du tribunal pénal du tribunal à Marseille, c'est 60% des stupéfiants, donc cannabis et autres. 60%. Donc les hôpitaux, c'est les risques sanitaires, parce que évidemment, quand on est dans la prohibition, tu achètes un produit, mais il n'y a pas de service après-vente. Hein. Tu fais pas comme actuellement en France, les Kinder qui sont pas bons. Tu sais chez qui tu vas sonner pour dire le Kinder, il rend malade mon fils. Là, tu vas pas ressonner chez le gars, le dealer, qui t'a vendu le cannabis. Tu te tais et tu passes le choc que tu aurais pu avoir par rapport aux merdes qu'il aurait mis dedans. Donc tout ceci, et puis on pourrait parler de 1000 autres choses, découvrez-les dans le livre. Mais voilà pourquoi il n'y a pas besoin de consommateurs de cannabis pour s'intéresser à ce sujet. Quiconque s'intéresse à la politique française connaît l'opposition viscérale des dirigeants politiques actuels au cannabis. On peut presque évoquer une forme d'hystérie collective. Une hystérie d'autant plus choquante qu'elle s'accompagne d'une vision bisounours de l'alcool. Le député Lambert était le rapporteur d'un projet de loi pour la légalisation du cannabis en 2021. Pour bien marquer les esprits, avec une touche légère d'ingénierie sociale, il crée l'événement en 2021 en brandissant un simple petit joint dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, ce qui lui vaudra une sanction pécuniaire. Alors, François-Michel Lambert est-il maintenant un homme
marqué, un politicien catalogué? Merci de cette question, première fois qu'on me la pose, Luc. C'est très difficile, ouais. C'est très difficile parce que beaucoup, quand c'est des adversaires, je comprends, c'est le job d'un adversaire de réduire celui qui est en face. Hein. Je le fais aussi, donc ils me réduisent à cannabis ou je ne sais, au gars qui veut de la fumette. Mais quand c'est des journalistes et que trop souvent, je parle de choses parce que moi je suis quand même l'homme de l'économie circulaire en France. Avec des relations d'ailleurs étroites avec Montréal notamment et d'autres pays. J'ai fait émerger, je porte le sujet, je suis à la tête de l'institut qui est la référence en France sur ça. J'ai écrit énormément sur ce point, j'ai pensé les concepts sur la logistique, je suis monsieur logistique dans le monde politique, celui qui est le plus expert en la matière. Je me bats pour les sans-papiers et on me ramène, les journalistes, souvent, encore une interview de 10 ans de bilan. Il y a quasiment un seul point dans le bilan, c'est le cannabis. Et c'est pas grave, c'est une cause. Ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, on a un simplisme de dire, bon, le député X, il fait que ça, le député Y que ça, la députée Z, elle fait que ça, alors que on est des femmes et des hommes pluridisciplinaires, et heureusement, puisque les sujets ne sont pas uniques à porter, ils sont larges, qu'on a une intelligence, qu'on représente aussi une forme de réflexion particulière, puisqu'on représente un peu la France. Certains sont peut-être beaucoup plus professorales, d'autres beaucoup plus terre à terre, certains sont beaucoup plus de culture germanique, d'autres beaucoup plus de culture provençale. Mais le sujet étant le même, il faut bien qu'un germanique, un provençal, un professeur et un ouvrier amènent leur construction mentale qui est différente, et qu'ils la confrontent sur le même sujet, que ce soit le cannabis, le beurre en broche ou je ne sais, mais et si c'est catalogué que sur le mec qui a une seule forme de pensée, ça n'enrichit absolument pas la réflexion du sujet. D'ailleurs, en l'occurrence, ça doit être l'une des plus belles missions parlementaires de l'Assemblée nationale, celle des 30 députés de plusieurs bords politiques, de plusieurs catégories sociales, de plusieurs cultures, certains de l'Est, de Paris, du Sud, etc. 1 an et demi de travaux, et qui aboutissent d'ailleurs à dire il faut légaliser le cannabis, un peu comme je le propose, sous monopole d'État. Voilà. En France, un député représente tous les Français. Alors, à ses concitoyens qui sont contre la légalisation, que dit-il? Comment réconcilier ces deux France? Par le livre. En une réponse courte, c'est aussi la fonction du livre. J'attends impatiemment qu'il soit disponible et où je l'offrirai, je le dédicacerai, où j'inviterai à l'acheter, le télécharger, tant pour ceux qui sont des laudateurs du cannabis que pour ceux qui sont des critiques, leur dire attention, parcourez tout ceci, c'est facile à lire et vous construirez peut-être plus votre expertise par un enrichissement que je pense que ce livre peut vous apporter. Et puis aussi cette forme de rédaction, ce titre, chacun regardera, hein, tu l'as lu je pense, hein, démystifier un peu, j'ai essayé d'être parfois un peu léger, parce que plus c'est lourd, plus c'est difficile à créer du débat. Si tu fais des choses plus légères, bon, les gens se disent, bon, on va essayer de mieux s'écouter, alors que dès que ça devient très sérieux, chacun essaie de camper sur ses positions. Quand on est dans des formats plus décontractés, ça permet peut-être de mieux s'écouter. L'élection présidentielle de 2022 a redonné à la France le président Macron pour un deuxième mandat. Entre la présidentielle et les élections législatives qui arrivent bientôt, quelle est la situation actuelle du cannabis en France? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Emmanuel Macron, je ne sais pas s'il est pour ou contre
La légalisation du cannabis, de ces déclarations de 2016, on pourrait sembler plutôt favorable. Ces déclarations de 2021-2022 plutôt très opposées. Ce que je sais, c'est que il a pris une ligne politique qui était très droite, conservatrice, traditionnelle, un peu réac, dans lequel le cannabis est un marqueur de la morale qu'il faut respecter en France. Hein. C'est cette droite qui ne voulait pas, c'est une toute autre dimension sociétale, mais ça redonne quand même l'idée, qui ne voulait pas de l'IVG, qui ne voulait pas du mariage pour tous, qui n'est pas concerné par le sujet, mais qui, au nom d'une certaine morale dont on ne sait d'où elle sort, veut l'imposer à tous et qui confond la morale et la protection des personnes. Je reviens sur la question de la pédophilie. C'est on protège quelqu'un par rapport à la pédophilie. Sur la question du cannabis, interdire à des gens qui sont seuls à la campagne, qui font pousser leur plan de fumer du cannabis, en quoi tu les protèges? De quoi tu les protèges? Au contraire, tu ne les protèges pas, ceux qui sont en centre urbain et qui sont au milieu des trafics, qui sont pris dans des gangs, gangrénés par des mafias. Donc la morale, comme je dis dans un article, la morale n'a rien à faire dans cette histoire. C'est le bon sens, le sens social, le sens économique, je dirais même le sens de la science, qui nous dit ce qu'est réellement le cannabis, qui doit guider le politique et surtout pas la morale. La France est un pays qui a fait le choix de la laïcité, c'est pour justement ne pas se retrouver à porter la morale dans ces textes législatifs. Il y a encore beaucoup trop de morale dans nos textes législatifs. Hein. Je rappelle qu'il y a encore 15 ans, à peine, hein, 2011, je crois que c'est fini, les femmes, c'était écrit dans la loi, les femmes ne pouvaient pas porter de pantalon en France. Alors évidemment, en 2010, ça faisait bien longtemps qu'elles portaient des pantalons, mais il y a quelqu'un quelque part, il y a un siècle et demi, au nom de la morale, parce que c'était quoi le problème? Au nom de la morale, avait dit une femme ne peut pas porter de pantalon. C'est la même chose. Au nom de la morale, tu n'as pas le droit, toi, Luc, de fumer du cannabis, même si tu fais toi-même pousser ta plante, si tu es tout seul chez toi, si tu, évidemment, ne te mets pas en danger, ni en danger les autres, etc. Mais moi, qui suis peut-être, là, on est à des milliers de kilomètres, mais qui suis peut-être à 500, je te dis non, mais au nom de la morale, tu n'as pas le droit. Comment ça? C'est exactement pareil que les pantalons des femmes. Tiens, je ne l'avais pas mis dans le bouquin. Là. Au Québec, le premier ministre Legault fait la promotion de l'alcool, fréquemment. En France, le président Macron fait la même chose. Les deux savent pourtant, c'est clair, hein, que l'alcool est une substance beaucoup plus dangereuse que le cannabis. Comment, pour la France, le député Lambert explique-t-il cette situation? On feint ou on ne le voit pas les dégâts de l'alcool. Où on estime que c'est quelqu'un qui est faible et s'il est à longueur de journée sous, s'il est addict à l'alcool. On dit un peu le côté sois fort, tu dois pouvoir dominer l'alcool, il ne doit pas te dominer. Et le nombre de morts est colossal en France aussi. Et de l'autre côté, donc l'imaginaire est plutôt positif autour de l'alcool qui est transmis. Et je ne connais pas une représentation artistique, journalistique, etc., mainstream, hein, je ne parle pas des journaux spécifiques, hein, qui fasse une représentation positive, bien au contraire, de la consommation de cannabis. Donc forcément, les choses sont perçues différemment. Mais c'est exactement pareil que dans d'autres questions où il y a de la morale qui vient. Un temps, l'homosexualité, surtout homme, femme, c'était plutôt bien vu, presque, je dirais. Mais homme, c'était toujours représenté sous forme d'orgie, de personnes qui
sont irrespectueuses de personnes en dehors de la société, etc. Et l'hétérosexualité était plutôt vue comme une pleine réussite sociale. Et donc forcément, la morale, elle arrivait. Les gens, ils n'étaient pas homosexuels, mais ils pensaient que l'homosexuel, c'était un perverti. Et donc, il ne pouvait être que perverti. Donc la morale, etc., disait être homosexuel, c'est moche, c'est même malsain pour la société. Et d'ailleurs, en France, un moment clé dans la Révolution sur ce point, c'est quand Bertrand Delanoë, sénateur à l'époque, pas encore maire de Paris, en direct à une télé, a avoué, c'est pas avoué, pardon pour le terme, a dit, a assumé pleinement son homosexualité. Et il était sénateur de longue date, il allait devenir maire de Paris. Et donc, il n'était plus dans ce camp des pervertis qui finissent au bout de la nuit à coups de coke et qui s'enfilent dans des partouzes. Voilà ce qu'était l'imaginaire de l'homosexuel. Il était parfaitement dans la société. Et il avait même reçu plusieurs fois les suffrages de ses pairs. Il allait devenir maire de Paris. Et donc, l'image a fortement changé sur les homosexuels. Ben là, c'est pareil. Moi, je trouve fabuleux qu'un homme qui est mon ami, comme Jean-Luc Benamias, depuis très longtemps, assume, et même en tant que candidat à la primaire des présidentielles de 2017, dit « moi, j'ai fumé ». Il s'est fait moquer. Mais quand nous aurons des politiques, des chefs d'entreprise, des dirigeants, des sportifs, des personnalités qui représentent une réussite sociale, qui diront « mais moi, j'ai fumé, je fume, je fumerai ». Du cannabis, je le fais dans tel cadre, dans telles conditions, etc. On se rendra compte que c'est pas fumeur de cannabis, un zonard qui traîne avec ses chiens à puce. Et la morale changera. Mais pour l'instant, l'idée, quand je croise des gens qui n'aiment pas le cannabis, chaque fois, je sens qu'ils pensent que les fumeurs de cannabis, ce sont des gars que l'on dit zonards. Moi, je respecte, hein, mais c'était pour donner une image. Qui traînent avec des chiens dans les rues et ils disent c'est ça le fumeur de cannabis. Ils se disent pas peut-être que mon patron, peut-être que le commissaire, peut-être que la femme que j'ai envie de charmer, de draguer, le samedi soir, ils prennent un temps autour d'un cannabis, comme moi je prends un temps autour d'une bouteille de vin ou autre. Donc c'est tout ça sur lesquels on doit travailler. C'était aussi un peu le sens de ce qui est dans ce livre. D'ailleurs, je fais référence à des artistes, etc. Je n'en dis pas plus, il faut le découvrir. Si vous êtes un voyageur fréquent sur Top Pod, vous savez que nous sommes pragmatiques. Aujourd'hui, on veut comprendre ce que peut apporter à la cause de la légalisation du cannabis la réélection de M. Macron dans le contexte large de l'Europe. Oui, parce que Emmanuel Macron aura été réélu, donc il n'aura plus besoin d'envoyer des signaux à une droite qu'il aura absorbée. 2, le sujet avance. Et 3, la situation géopolitique en France métropolitaine est extrêmement claire. Hein. Le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, hein. L'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas sont tous entre dépénalisation et légalisation. L'Allemagne, il y a une semaine à peine, ils ont présenté leur proposition de loi. La France, elle n'est pas une île perdue au milieu de l'océan. C'est probablement au monde le territoire depuis 2000 ans sur lequel il y a le plus de transit. Hein. Quand tu regardes une carte et que tu vois l'histoire du monde de ces 2000 dernières années, tu vois bien que tout le monde passe par la France à un moment ou à un autre, au moins dans le grand monde occidental. Et quand tu viens en Europe d'un autre continent, il est assez difficile d'éviter de passer par la France, ne serait-ce que pour la traverser. Donc on ne peut pas imaginer que les Allemands qui pourront acheter tout à fait légalement du cannabis ne puissent pas traverser la France pour aller le consommer tout à fait légalement en Espagne. Qu'est-ce qui va se passer Donc voilà,
Et puis le dernier point qui rend inéluctable, le côté politique, le côté renouvellement avec des nouvelles générations qui arrivent, beaucoup plus favorables, le côté réalité géopolitique autour de la France métropolitaine, et puis économique. C'est 1 milliard d'euros de pertes économiques entre les coûts police, les coûts justice, les coûts santé. Et à contrario, c'est 2 à 3 milliards d'euros de recettes, donc ça fait un delta de 3 à 4 milliards d'euros pour le budget de l'État, une économie d'1 milliard, un gain de 2 à 3 milliards. On en a bien besoin. On en a bien besoin de retrouver, d'économiser d'un côté et de retrouver de l'autre des rentrées fiscales. On sait que dans certains pays ou certains États, j'ai pas vu les derniers chiffres au Canada et au Québec, mais je crois qu'ils sont plutôt très bons en termes de rentrées financières dû à la légalisation du cannabis. Donc c'est inéluctable. Et moi, je pense que même Emmanuel Macron peut annoncer ça à l'automne. Il trouvera une formule, comme il est si doué pour en trouver, à expliquer comment il fait un 180 degrés sans faire vraiment un 180 degrés. Je dirais tant mieux, chapeau l'artiste, mais à la fin, ce qui restera, c'est on sort des millions de Français d'une clandestinité, des centaines de milliers de concitoyens qui vivent dans les griffes des trafics de drogue, et on allège la police qui sera plus heureuse à courir derrière les vrais criminels que derrière le fumeur de joint. La justice retrouvera des marges de manœuvre parce qu'elle sera allégée de tous ces petits jugements grands qu'elle doit porter autour des stupéfiants. Et le ministre du Budget verra rentrer 2 milliards d'euros par an de recettes. Il y aura 50 000 emplois dans les territoires. Voilà, beaucoup de choses positives. Il n'y a aucun élément négatif à la légalisation du cannabis, aucun sauf un. C'est lequel c'est. Ça heurte la morale de certains. Donc on en revient toujours à la même chose. Je m'encarre de la morale des gens. Que ce soit ta morale, que ce soit la morale de mes proches, si cette morale n'a aucun lien, aucune réalité et qu'elle n'appartient qu'à une perception particulière et très privée d'une personne qu'elle veut imposer aux autres, elle ne doit pas exister, encore moins dans un pays de laïcité comme la France. En France, actuellement, c'est le ministre de l'Intérieur qui est le personnage emblématique de la résistance à la légalisation. Monsieur Gérald Darmanin fait l'unanimité contre lui en France, même si on oublie ses nombreuses casseroles avec la justice française. Si jamais le président Macron voulait légaliser, en profiterait-il pour se débarrasser de monsieur Darmanin? Non, ne va pas jusque-là. Darmanin est un chat aussi et comprendra les intérêts. Non, je pense que c'est pas je pense, j'ai une certitude, c'est inéluctable. C'est inéluctable. C'est inéluctable. Alors peut-être que je suis trop optimiste en disant que ça va être très bientôt, mais toute une Europe en 2025-26 qui tournera autour du cannabis en termes de légalisation, et la France qui sera dans une prohibition dure. Parce que quand tu as choisi la prohibition dure, plus tu avances dans la prohibition dure, plus tu dois ou continuer à avancer ou tout arrêter. Parce que si tu viens à reculer, on te dira mais pourquoi tu avais avancé si loin, et que cette prohibition qui aujourd'hui est très lourde sur le consommateur, avec 3 grammes d'herbe sur lui, ça tombe dru. Si demain tu dis finalement on peut se balader avec 30 grammes d'herbe, non, c'est ou tu es dur ou tu changes de modèle. Donc c'est ça aussi. Je pense que ce ne sont absolument pas des gens stupides et qui comprennent encore mieux que moi les sujets de société. Je parle d'Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, mais qu'ils ont fait une tactique qui a très bien marché, puisque Emmanuel Macron est réélu, une tactique électorale qui a siphonné la droite. Je rappelle, Valérie Pécresse est à moins de 5%. Tout est passé, essentiellement passé chez Macron, une autre partie chez Zemmour ou Le Pen. Donc ça, ils l'ont fait.
Et maintenant, ils regardent leur prohibition, ils disent, bon alors, je peux pousser encore jusqu'où? Jusqu'où je peux pousser encore plus de prohibition? Je relâche. Mais si je relâche, ça veut dire que je recule. Si je recule, ça veut dire que je me suis trompé quelque part. Donc si je me suis trompé quelque part, ça re-questionne sur l'entièreté de l'interdiction. Donc ils ne peuvent pas aller plus loin en termes de prohibition. Le seul qui va beaucoup plus loin, c'est en Indonésie, comment il s'appelle, ou en Philippines. Philippe Duarte, ouais. Qui en Philippines, qui fait abattre par sa police les dealers dans la rue, les consommateurs dans la rue. Évidemment, ça n'arrivera pas en France. C'est l'étape suivante, c'est d'autoriser les policiers à tirer sur les gens. Parce que tu peux pas aller beaucoup plus loin. Tu peux essayer d'enfermer les gens, mais il n'y a plus de place. Donc ils sont au bout de ce qu'ils peuvent pousser comme curseur de prohibition. Et donc, à un moment donné, comme un avion qui a poussé à fond ses manettes et qui se redresse pas, il faut complètement changer ses procédures de vol pour redresser l'avion, et ils vont aller vers une légalisation. Au Canada, peu importe si M. Trudeau est réélu, il sera toujours l'homme qui a légalisé le cannabis. Cela sera son héritage principal. Est-ce que M. Macron, lui aussi, serait tenté de faire un Trudeau en France pour sceller son héritage? Pour l'instant, il n'a rien laissé. Alors que son désir est de justement marquer l'histoire. Donc, il pensait l'avoir marqué en ayant gagné en 2017, avant même 40 ans, le président le plus jeune, inattendu, en dehors des partis. Moi, je le soutenais à l'époque, j'avais dit c'est le futur Kennedy de l'Europe, etc. Mais il n'a rien concrétisé derrière de ceci. Il a réussi à rien marquer. Alors certains ont marqué socialement. François Mitterrand en est l'un des récents plus forts. Il a créé la liberté, l'abolition de l'homosexualité. Je rappelle que jusqu'en 1982, c'était un crime. La liberté des radios. Jusqu'en 1981, il n'y avait que quelques radios, la liberté audiovisuelle, la liberté créative avec Jack Lang. On était plutôt sur des artistes qui étaient cornaqués et tous ceux qui étaient en dehors et étaient confidentiels, au contraire. Des libertés d'expression, un foisonnement. Jacques Chirac a lui pu laisser un musée, le Quai Branly, donc ça marque. Mitterrand en a laissé plusieurs. Mais Emmanuel Macron, bon, il a encore 5 ans, mais sur ces 5 premières années, il n'a rien laissé. Il n'a rien laissé de marquant dans notre société. Rien. Il a beaucoup changé de choses, mais il n'y a rien qui tienne aux yeux de l'histoire. Qu'est-ce qu'on pourra raconter dans 50 ou 100 ans des 5 premières années d'Emmanuel Macron? François Hollande, lui, peut dire le mariage pour tous. Mais Emmanuel Macron, pour l'instant, il n'y a pas un bâtiment. Mitterrand a laissé la pyramide du Louvre, a laissé la BNF, la Bibliothèque nationale de France, l'Arche de la Défense, Jacques Chirac, j'ai dit le Quai Branly, pas Georges Pompidou, mais jusqu'à Destin, le centre Pompidou, l'avortement, le droit à l'avortement, etc., etc. Nicolas Sarkozy, son délai était court. Il n'aura pas laissé ni un sujet de société majeur, ni un bâtiment marquant qui marque l'histoire française. Et Emmanuel Macron, c'était Mitterrand, ça. C'était Mitterrand. C'est hallucinant. Mettre ces colonnes de Buren au Palais Royal, c'est la traduction de ce souffle de liberté artistique, que ça plaise ou pas. Moi, je n'ai jamais trouvé ça extraordinaire, si ce n'est que ce que je trouve extraordinaire, c'est que ça existe. Ça me plaît pas artistiquement, mais ce qui me transcende, c'est que je suis dans un pays où ça puisse exister. C'est pas la même chose, c'est ça que je veux dire.
Donc, Nicolas Sarkozy, bon, il n'a fait que 5 ans, en plus, bon, il a eu la crise de subprime, tu diras. Emmanuel Macron aussi a eu des crises à gérer. Mais on sent bien que peut-être qu'à un moment donné, il va vouloir laisser quelque chose. Et effectivement, la légalisation du cannabis et une certaine forme de société qui pourrait exister derrière, de nouvelles formes de liberté et de tolérance, repousser encore plus la morale, pourrait être un marqueur, au même titre que la victoire sous Giscard pour l'IVG, les souffles de la liberté ou la peine de mort, j'avais oublié la peine de mort, sous François Mitterrand, le mariage pour tous sous François Hollande. OK. Les législatives arrivent au pas de course en France. Dans le cadre d'une possible légalisation du cannabis, quel est le pire des scénarios et le meilleur? La pire ou celle qui... Il n'y a pas de pire parce que ça sera mieux que ce que nous quittons en termes de représentation. Elle sera forcément plus positive. Si on a un niveau élevé de députés d'extrême droite du Front National, ils auront la capacité à faire vibrer cette corde de la morale et donc de contenir, de retenir la dynamique de la légalisation. A contrario, si on a peu de Front National et beaucoup de nouvelle Union populaire écologique et solidaire, l'Union populaire élargie qui arriverait à des niveaux élevés, 150, 200 députés, ça mettra une opportunité, notamment d'alliance avec une partie de la République en marche sur ce sujet de société. Parce que je rappelle que l'interruption volontaire de grossesse, le droit de l'avortement en France, ce qu'on appelle l'IVG, a été gagné sous un gouvernement de droite par des députés de gauche. La majorité, elle s'est construite grâce à des députés de gauche qui étaient certes minoritaires en nombre absolu dans l'hémicycle, mais qui a pu compléter largement les députés de droite qui ont voulu suivre le gouvernement face à une bronca très large de députés de droite qui, eux, n'en voulaient pas. Donc, de la même façon, on peut imaginer qu'une partie des députés LREM ne veulent pas de la légalisation du cannabis, mais si la partie qui veut cette légalisation, qui est peut-être minoritaire au sein de LREM, pourra trouver suffisamment de députés France Insoumise, Verts, PS, pour être majoritaire dans l'hémicycle. C'est-à-dire on recompose des majorités. C'est la démocratie la plus parfaite qui soit. C'est-à-dire savoir se retrouver à certains moments et savoir se retrouver à certains moments avec ceux qui sont habituellement ses adversaires et savoir dans le même temps repousser ceux qui sont habituellement ses alliés pour être vraiment dans ses choix de société. La plus belle des réussites, c'est ce qu'a fait Valéry Giscard d'Estaing et Simone Veil pour la loi IVG en France. Et est-ce que le député Lambert va se représenter en 2022? En France, je ne connais pas les méthodes électives québécoises et canadiennes, mais en France, les députés sont élus par circonscription, par territoire. Moi, j'ai 2 mandats de député des Bouches-du-Rhône, de Marseille, très beau territoire, un bassin minier historique, industriel, mais aussi les collines de Pagnol. Quand vous lisez du Pagnol et que vous voyez ces collines, c'est dans ma circonscription. Sauf que, pour des histoires personnelles, ça fait 3 ans que j'ai changé, que j'habite maintenant à 600 km de là, dans le sud-ouest, à côté de Toulouse, dans le Gers. Et j'ai refusé de continuer, j'assume mon mandat d'aujourd'hui, mais de redemander un nouveau mandat dans un territoire où je n'habite plus, par respect de mes concitoyens. Je pense que chacun fait comme il veut, mais moi je pense que il faut que le député la députée se lève le matin dans la circonscription pour sentir ce qu'est cette circonscription, pour aller au café, pour être
un anonyme parmi les anonymes chez le coiffeur, faire ses courses, se tendre le pied dans un nid de poule local, etc., etc. Donc j'habite dans le Gers et je vais me présenter candidat dans le Gers avec peu de probabilité d'être élu, mais parce que je veux continuer à porter les projets, dont notamment le sujet de la légalisation du cannabis, car être candidat, c'est déjà permettre de porter ces dossiers et de les mettre au débat. Et quand vous créez du débat, vous enrichissez l'autre et puis les choses avancent. Les mots ont un sens et un pouvoir. Personnellement, depuis une discussion avec Nicolas Autier, qui est impliqué dans la grande expérimentation française avec plus de 2000 patients, je ne dis plus cannabis récréatif. Je préfère, pour de multiples raisons, utiliser l'expression cannabis non médical. Parce que, symétriquement, on ne parle jamais d'alcool récréatif. François Michel, lui, milite à sa façon par le simple emploi du mot cannabis. La plante de cannabis, chanvre, quand on a peur de dire cannabis, même quand je parle des solutions alimentaires, énergétiques, etc., je dis c'est du cannabis alimentaire et pas du chanvre alimentaire. Quand c'est du cannabis pour faire de l'isolation, c'est du cannabis pour faire des vêtements, du cordage, pour faire de l'énergie. Parce que à cacher un nom, tu crées encore plus de suspicion. Et donc, quand tu dis chanvre en permanence, quand tu arrives et que tu dis cannabis, forcément, comme on a caché le nom, c'est que il y a quelque chose de louche. Non, ça s'appelle cannabis en latin. Donc c'est du cannabis. On peut l'appeler de temps en temps chanvre si on a marre de dire de cannabis, mais et moi, je travaille avec des gens qui développent, qui produisent, qui développent du cannabis alimentaire. Eux, ils appellent ça du chanvre alimentaire. C'est leur marketing, mais moi, quand je dis politique, je dis que j'accompagne du cannabis alimentaire. J'ai d'autres qui ont un énorme projet de produire du cannabis énergie, et pas du chanvre énergie. Donc voilà, c'est du cannabis énergie. J'en ai parlé l'autre jour à un maire plutôt rural qui me dit cannabis. Je dis attends, là j'ai un opérateur qui cherche 1500 hectares pour faire du cannabis énergie. J'aurais pu dire pour faire du chanvre énergie. Non, pour faire du cannabis énergie, il récupère les tiges, il les broie. Bon, c'est son histoire. Il en fait des pellets qui servent après pour des chaudières. C'est rémunérateur. T'as pas un agriculteur sur ta commune qui pourrait être intéressé. C'est une plante facile, c'est une plante régénératrice, c'est une plante qui répond à différents enjeux écologiques. Et c'est pas du chanvre, c'est du cannabis. À toutes les semaines, de très loin du Québec, je vois quand même de multiples initiatives de cannabis en France qui me font rêver, littéralement. Entre l'industrie du bâtiment, par exemple, qui innove de multiples façons, et un petit cul de la région de Marseille qui lance un produit de CBD pour faciliter la cicatrisation des tatouages, la créativité est partout. Alors, sur son territoire, est-ce que le député Lambert a vu, lui, de l'espoir? Il faut être fou pour s'approcher de cette plante. Encore plus lorsqu'il prononce le terme de cannabis, lorsqu'il ne se cache pas derrière le terme cache, c'est une expression, lorsqu'il crée pas un bouclier derrière le terme chanvre. Donc, quand on est fou, c'est qu'il y a la passion. Quand on a la passion, il y a l'enthousiasme. Donc, tous ceux que je rencontre, qu'ils soient sur du cannabis alimentaire, du cannabis bâtiment, du cannabis énergie, du cannabis pour mille et un usages, sont des gens qui sont passionnés par la production de cette plante, y compris si ça ne restera à la fin que l'utilisation de la tige et que feuilles et fleurs seront détruites. Mais la plante elle-même, elle démontre qu'il y a énormément d'opportunités et que très souvent, ce sont des gens entrepreneurs qui se lancent là-dedans et qui ont cet enthousiasme d'entrepreneur et donc ils te le transmettent. Et oui, on arrive en fin d'entrevue. Alors je propose à François Michel un simple mot de la fin pour conclure.
peut-être pas la plante du 21e siècle, mais c'est la plante de prochaines décennies. Si on la respecte pour tout ce qu'elle peut nous apporter, notamment pour ceux qui souhaitent en consommer en récréatif, ça sera d'autant plus, j'allais dire pas merveilleux, mais d'autant plus fabuleux, sympathique. Et je voulais quand même dire merci à tous ceux qui relaient comme toi, ce qui est beaucoup plus difficile à pouvoir relayer dans des médias mainstream. Franchement, il y a aussi un courage, parce que il faut trouver le public, il faut trouver le renouvellement, il faut garder l'enthousiasme, il faut contourner les sarcasmes, les accusations, qui peuvent peser sur des médias comme celui que tu as et ce que tu fais. Et donc c'est surtout merci à toi et à tous ceux qui sont comme toi à avancer quoi qu'il en soit sur la présentation de ce que peut être le cannabis et de ce que peut être cet avenir avec une plante qui était dans l'histoire de l'humanité, que l'on a banni au cours du XXe siècle, que l'on repousse encore en ce début du XXIe siècle, et qui reviendra comme un fidèle compagnon de l'histoire humaine dans les toutes prochaines années, prochaines décennies. Oh que c'était bien. OK. Le Canada a légalisé il y a à peine 3 ans et déjà nous sommes habitués à cette nouvelle liberté. Oui, il y a eu des reculs certains. Oui, le cannabis médical a souffert de la légalisation. En fait, ce sont surtout les malades qui souffrent. Et oui, il y a encore beaucoup d'améliorations à apporter à la réglementation tant au niveau fédéral que provincial. Mais au Canada, personne ne va perdre aujourd'hui son permis de conduire parce qu'il a fumé son joint la semaine passée. C'est dans ce contexte que François-Michel Lambert évolue. Un climat de répression aveugle et bête. La relation initiale entre le Québec et la France a largement été fondée sur le cannabis, car les premiers colons québécois recevaient des terres en échange de la promesse de cultiver du cannabis pour, entre autres, la confection des voiles et du cordage de la marine française. Je nous souhaite une nouvelle génération d'échanges franco-québécois qui s'ancrerait dans ce passé pour mieux explorer le cannabis. Je le dis d'ailleurs très souvent sur Top Pot, le cannabis de terroir va trouver toute sa plénitude en France et les partages de connaissances à venir sont nombreux. Je remercie François-Michel Lambert pour sa générosité tous azimuts. Et voilà, c'était le 105e épisode de Top Pot. Questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à m'écrire, lucprévost@hotmail.com. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages et vos suggestions. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon chanvre.